Bienvenue sur la panafricaine, c'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Le continent africain fait face depuis plusieurs années à des vagues de fausses informations et autres manipulations de l'information, des pratiques souvent relayées à travers les outils numériques, ce qui amplifie la portée au point d'avoir un impact sur la stabilité politique, les fondamentaux démocratiques et même sur la cohésion sociale, d'où l'urgence de veiller à démêler les bonnes informations de celles fausses ou manipulées. Quelles conséquences de la désinformation et de la mésinformation sur les sociétés démocratiques, l'éducation aux médias et à l'usage des outils numériques pourrait-il constituer une solution efficace pour contrer cette désinformation? Les développements en première partie d'émission. Parlons à présent de la liberté d'expression qui peut être définie comme le droit d'exprimer et de recevoir des opinions, des idées et même des informations. Ce droit n'est pas toutefois illimité. Il est soumis à des limites légales et équilibré par les responsabilités des gouvernements, des médias, des technologies et des citoyens. Aujourd'hui, le développement des outils numériques favorise davantage le développement de cette libre expression, même si des censures et autres limites subsistent. Quelle contribution des droits numériques à la garantie de la liberté d'expression? Comment la régulation de cette liberté d'expression en ligne peut permettre de limiter les discours violents et de haine, ainsi que les fausses informations? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Madame Dieynaba Thiomban, vous êtes journaliste, également chercheur à Africa Check. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et en face de vous, nous avons un autre confrère, M. Pape Ismaël Dian, journaliste également et membre d'Afrique-Tiviste. Merci également, Pape Ismaël, d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. Merci pour l'invitation également. Merci beaucoup. Un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Et j'en reviens à Dieynaba. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui des conséquences de cette désinformation et de cette mésinformation, que ce soit dans la vie publique et même dans l'espace public en général? Pour commencer, je peux dire qu'on est à une période où on constate une effervescence de la désinformation dans l'espace public, que ce soit dans le monde connecté ou dans le monde offline, comme on a l'habitude de le dire. Il y a un contexte qui rend cette effervescence beaucoup plus importante. On est dans un monde de plus en plus polarisé, chacun prêche pour son côté. Aussi, il y a un déclin de la liberté d'expression pour les journalistes. De plus en plus, on voit que les médias ont du mal à avoir accès à certaines informations pour les traiter de façon fiable. Il y a aussi un problème de rigueur informationnelle, si quand même on peut le dire. Tout ceci fait que tous ces éléments créent un terreau fertile à la désinformation. Et comme on le sait, pour la définition de la désinformation, c'est lorsque une personne publie une fausse information dans le but de manipuler l'opinion. Tous ces faits-là font qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre pour manipuler ces opinions-là. Que ça peut être des personnes qui viennent en interne, comme des personnes qui viennent du Sénégal ou bien du pays concerné par cette désinformation-là, ou bien des personnes externes. Vous avez tout à l'heure abordé également un point important, c'est-à-dire toutes ces questions ou bien toute cette situation en place qui a été un terreau fertile aujourd'hui à cette propension ou bien à ce développement aujourd'hui de la fausse information. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les professionnels de l'information ne se sont pas habitués aujourd'hui à l'évolution de leur profession, est-ce qu'il y a manqué de rigueur aujourd'hui par rapport à ce traitement même de l'information, puisque je le disais également au détour d'une discussion, que le fait qu'à posteriori, il faut qu'on fasse aujourd'hui cette vérification des faits pour une information qui a déjà été publiée, à savoir le fact-checking. Est-ce qu'il n'a pas aussi manqué de rigueur en amont dans le traitement aujourd'hui de cette information? Avant de répondre à votre question, juste vous dire que la désinformation, elle a existé bien avant même l'avènement des médias. Il y a le doyen Mademba qui dit que la désinformation, elle est née avec l'avènement de Adam et d'Ève. Donc, juste pour vous dire qu'elle a toujours existé. Dans le cadre de nos formations, on peut-être situe la désinformation lors de la guerre de Troie, lorsque ces combattants-là se sont cachés derrière un cheval qu'ils ont fabriqué pour dire à leurs conquérants qu'ils ne sont pas là alors qu'ils s'étaient cachés dans ce cheval-là. Jusqu'à l'ère de l'Internet, comme pour dire que cette désinformation, elle a toujours existé. Par contre, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a eu une
une façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus avancée de faire cette désinformation-là. Au-delà, ailleurs, c'était du bouche à oreille. J'ai entendu des rumeurs sur Pape Ismaïla, je le répète, l'autre le répète, des personnes y croient. Mais maintenant, avec Internet, je peux dire quelque chose et plusieurs personnes y reçoivent ça en même temps. Pour revenir sur l'évolution comment est-ce que les médias se sont adaptés pour contrer cette désinformation? Effectivement, le fact-checking est né parce qu'il y a eu du mauvais journalisme. Si les journalistes, le journalisme était bien fait, parce que ce que nous faisons, c'est juste croiser les sources, recoupement des sources, avoir plusieurs sources qui disent est-ce que cette information elle a existé ou pas. Si les journalistes faisaient ce travail-là, le fact-checking n'allait pas exister. Certains journalistes ont parfois manqué de rigueur dans leur travail. Ils se sont aussi pas du tout adaptés à l'Internet, du fait que lorsqu'il y a de nouvelles techniques de désinformation, eux-mêmes, ils peuvent tomber dans ce piège-là. On a vu des médias qui ont repris de la désinformation qui venait de Internet et ils l'ont cru pour vrai. Donc, tout ceci pour dire que oui, effectivement, il y a eu absence de rigueur, il y a eu aussi absence d'adaptation. On reste plutôt sur ce point que vous avez abordé, à savoir Internet. Pape Ismaïla, selon vous, comment aujourd'hui ces outils numériques ont également contribué à exacerber la situation, c'est-à-dire avec ce phénomène de la viralité-là, à rendre aujourd'hui une fausse information assez virale et être même pris pour une vraie information par des médias qui tombent dans le piège? Alors, comme Diana l'a dit, avant, la désinformation a toujours existé. Je pense que même l'un des tout premiers documents où ça a été documenté, où quelqu'un a écrit pour dire qu'en matière de... Il faut savoir qu'en créer. Certains disent que c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu où il parlait de manipuler l'information. Clairement, donc, ce livre a été écrit, je crois, au 5e siècle. Donc, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la désinformation arrive directement dans nos poches parce que ça arrive sur nos téléphones qui nous accompagnent partout. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est comme Diana l'a dit tout à l'heure, c'était dans le bouche à oreille. On m'a dit. Aujourd'hui, c'est j'ai vu. Parce que les gens sont capables de créer une image qui accompagne cette désinformation, sont capables de créer un son qui accompagne cette désinformation. Donc, ce qui fait que ça voyage beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. J'avais vu une étude qui disait qu'une fausse information circule 6 fois plus vite que la vraie information qui vient la démentir. Donc, du coup, du fait également que la désinformation nous vient de contacts de confiance. Parce que la personne qui nous transmet une information sur WhatsApp, c'est une personne que nous connaissons, qui a notre numéro et dont nous avons le numéro. Donc, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Donc, c'est ça. Il y a tous ces faits Internet a servi à rapprocher les gens. On disait que la naissance des réseaux sociaux vient d'une théorie qui s'appelle la théorie des 6 degrés de connaissance. Théorie née dans les années 20, je pense que c'était un anthropologue hongrois qui disait que chaque personne sur Terre est à 6 personnes de connaître une autre personne qui est à l'autre bout de la Terre. Vous êtes à 6 personnes de connaître Donald Trump. Donc, vous connaissez quelqu'un qui connaît. Et maintenant, les gens disent qu'avec Internet, ces 6 personnes-là sont devenues 3. Parce que ça rapproche les gens, ça fait qu'un fait qui se passe au Sénégal va se retrouver sur Internet, être vu en Afrique du Sud, en Australie, dans l'heure qui suit. Par le jeu des centres d'intérêt, par le truchement de toutes ces choses-là. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, comme je disais souvent, quand on se retrouvait avec ses potes et qu'on lâchait une désinformation autour de la tasse de thé, ça risquait de rester là-bas entre vous 5. Par contre, vous le mettez sur Twitter, vous touchez le monde, ça devient viral rapidement. Qu'est-ce qui change également, c'est que c'est le côté sensationnel de la chose. La désinformation n'est jamais une information banale, c'est une information sensationnelle. Souvent, on parle du rôle des médias. Ceux qui fabriquent de la désinformation commencent souvent par dire les médias refusent de vous montrer ça. Cette défiance, c'est-à-dire que ceux qui fabriquent de la désinformation commencent d'abord par créer une défiance envers les médias. Et même une façon de décrédibiliser d'abord les médias. J'arrive sur Twitter le soir de la réélection de Donald Trump en faisant un tweet pour dire aux gens, you are the media now. Vous êtes maintenant, c'est vous les médias. C'est-à-dire ne croyez plus à CNN, Fox et autres. Maintenant, c'est vous-même les médias. Fabriquez vos propres informations, donnez vos propres informations. Donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les médias, ils s'acharnent à essayer de bien faire le travail, celui qui fabrique la désinformation commence d'abord par créer ce climat de méfiance envers les médias.
C'était la même chose, par exemple, avec la vaccination Covid. On a déjà commencé par fabriquer une défiance envers les médecins pour dire ils ne vous disent pas la vérité, ils sont tous payés par les laboratoires scientifiques, et ainsi de suite, pour après venir placer leurs propres informations. Et le souci aujourd'hui dans ces Capharnaüm également, c'est plus de démêler la bonne information aujourd'hui de ce qui relève de la manipulation ou de fausses informations. On reste avec les définitions aujourd'hui, pas forcément pour vous qui êtes sur le plateau, mais plus pour ceux qui nous suivent. La mésinformation est définie comme cette diffusion involontaire de fausses informations ou d'informations inexactes. La désinformation, quant à elle, est la création et la diffusion délibérée de fausses informations pour tromper ou manipuler l'opinion. Comment de telles pratiques, selon vous, impactent aujourd'hui les sociétés démocratiques? Alors, ça impacte les sociétés démocratiques parce que forcément, ça va jouer sur la liberté de choix des citoyens, sur l'esprit critique des citoyens. Ceux qui fabriquent de la désinformation visent deux choses chez les personnes. Les émotions, d'abord. Celui qui fabrique de la désinformation cherche rarement à toucher le cerveau parce que si les personnes réfléchissent un peu, elles vont se rendre compte que l'information-là, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment. Par contre, donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de le détacher de ce libre arbitre-là pour toucher ses émotions. On va vous faire je reprends l'exemple de Covid, par exemple. Toucher les émotions des gens, c'était de montrer les nombres de personnes qui sont décédées, c'était de truquer, c'était de dire aux gens, de faire peur aux gens en leur disant on essaie de vous manipuler, mais moi, je vais vous dire comment faire pour ne pas être manipulé. À l'image des théories complotistes. Voilà, exactement. Les théories du complot commencent toujours par dire aux gens, on essaie de vous manipuler. Moi, je vous amène la vérité et je vous montre comment ne pas vous faire manipuler par la chose. Et ça part toujours d'un fait. C'est pour ça que ça tient, parce que le fait de base est réel. Après, il montre toute une histoire tout autour. Ici aussi, c'est un peu la même chose dans les sociétés démocratiques. Le but, c'est de remettre en cause la liberté de choix et des options des gens. Je vais donner un exemple. On a entendu parler de Cambridge Analytica qui avait travaillé sur les élections américaines. Ils ont travaillé sur un autre pays, Trinité et Tobago. Trinité et Tobago, le pays est divisé en deux grandes populations. Les populations indiennes autochtones qui étaient là, bon, on les appelle indiennes, mais amérindiennes, disons, et ceux qui sont venus, même qui sont majoritairement des Noirs, je pense bien, en tout cas. Et il fallait, je pense bien que les Amérindiens sont au pouvoir depuis longtemps. Mais le Parti des Noirs se développe. Quand le parti au pouvoir a travaillé avec Cambridge Analytica, ils ont analysé toute la situation et ils ont dit la seule façon pour vous de garder le pouvoir, c'est de faire en sorte que les jeunes noirs n'aillent pas voter. Et ils ont lancé toute une campagne comme quoi que ça ne sert à rien d'aller voter parce que rien ne changera. Et les jeunes noirs ne sont pas allés voter. Ils se sont maintenus au pouvoir. Ils se sont maintenus au pouvoir. Donc la désinformation, elle sert à ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens dans le libre arbitre vont pouvoir choisir, moi je vote pour Dieynaba, moi je vote pour Daouda. Et on reste sur ce que vous avez soulevé, à savoir l'acquisition du pouvoir, les périodes électorales. Dieynaba, comment ces périodes aujourd'hui d'élection, que ce soit en phase préélectorale, électorale ou post-électorale, constituent souvent également des moments propices aujourd'hui de manipulation de masse et également de désinformation et souvent même de guerre informationnelle? Je vais abonder dans le même sens que Pape Ibrahima, Pape Ismaïla. Il a donné un exemple, Trinidad et Tobago, qui est très loin d'Afrique. Je vais revenir ici en Afrique. Avec Cambridge Analytica, on arrive quand même à avoir un peu une étude assez factuelle de l'utilisation, des comportements d'utilisation des réseaux sociaux sur Internet des utilisateurs. En Afrique, c'est un peu plus complexe. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des campagnes de désinformation ici en Afrique qui visent un certain public. Mais retracer l'origine de ces campagnes-là, c'est un peu plus compliqué. Et dans les périodes électorales, nous quand même qui avons eu à couvrir Africa Check dans le cadre de Saïtou, de la coalition, on a eu à couvrir la présidentielle au Sénégal. Dans les périodes électorales, on a vu que la désinformation elle est propice dans le cadre où certains camps vont dire que le processus est manipulé depuis le début. Donc, ce n'est pas la peine de voter. Telle personne va déjà gagner. Ce n'est pas la peine d'aller voter. Ou bien, non, le fichier électoral n'est pas le bon. On a eu à le voir ici au Sénégal. Il y a eu tout un débat sur les réseaux sociaux. Sur plusieurs reprises d'ailleurs. Sur les fichiers électoraux. Sur la fiabilité de ces fichiers électoraux, le bon format de ces fichiers. Sur la fiabilité du fichier électoral. Et Pape Ismaïla a dit quelque chose de hyper important. La désinformation, elle se nourrit de nos émotions.
tout ce qui nous intéresse et qu'on n'utilise pas notre cerveau pour l'analyser, la désinformation trouve une porte par là, mais aussi parce qu'il y a une absence d'information. On l'a vu, il a fallu que des gens commencent à s'interroger dans le cadre de la présidence au Sénégal, que la direction de des élections, ils ont sorti un communiqué. C'était une première au Sénégal. Rare, on avait des informations sur le fichier électoral, des informations aussi clarifiées pour dire que non, le nombre d'électeurs qu'on attribue à Matam et Podor, ce n'est pas ça, voici la bonne information. Donc, ça interroge un peu sur la position de ces personnes-là ou bien de ces autorités-là sur la disponibilité d'une information fiable. C'est parce qu'il n'y a pas une information fiable que des personnes manipulent l'information derrière. On le disait tout à l'heure lors d'une discussion avant l'émission, les auteurs de désinformation, ils prennent un peu et après ils vont augmenter le reste avec un peu de factuel. Un peu de factuel, beaucoup de suppositions et de manipulations. Et ça interroge toujours sur l'accès à l'information aussi. Est-ce que les autorités, ils communiquent comme il faut? Est-ce que cette information dont le public a besoin est bien publiée? Tout ça, ça fait qu'en période électorale, cette désinformation-là, elle accourt chez les citoyens. Et on parle de désinformation, de mésinformation, de guerre informationnelle, mais quelle place de ce public-là dont vous parlez, quelle place de ce public-là aujourd'hui, à qui est destinée toute cette masse d'informations, et comment aujourd'hui protéger ce public-là de tous ces fléaux? Le public moi j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas trop infantiliser aussi le public parce que on dit que oui, c'est les médias qui sont responsables de la désinformation, ce sont des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui font leur campagne de désinformation et tout. Mais le public aussi, il a son rôle à jouer le public devrait avoir une réception active de l'information, se poser les bonnes questions, ne pas désactiver l'esprit critique. Dans le cadre du conflit qui se passe actuellement au Congo avec le M23 et l'armée régalienne, on a reçu une demande de vérification d'un Congolais qui nous dit est-ce que cette information vient de RFI? Parce qu'il fallait un peu à Bukavu, les milices je vais pas dire les milices, les combattants du M23 devaient venir à Bukavu, donc il y avait un vocal qui circulait comme quoi il faut sortir d'ici avant que les combattants n'arrivent. Et le monsieur, il nous envoie ça pour nous demander est-ce que c'est RFI qui donne l'information. Naturellement, RFI ne donnait pas l'info. Mais cette personne-là, elle est sensible de recevoir une bonne information. Ce qui veut dire que oui, la population, elle veut recevoir une bonne information. Mais est-ce qu'elle est préparée à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une bonne information? Est-ce qu'il y a une communication assez large pour leur faire comprendre? C'est comme ça qu'une bonne information doit se présenter. La source, elle doit être comme ça. Est-ce que c'est celle qui publie l'information, elle n'a pas des intérêts derrière tel ou tel ou tel? Il y a ce travail qui doit être fait par les organisations de fact-checking, mais aussi par les organisations de la société civile, parce que c'est un travail de masse. Moi, je pense que c'est un travail de masse. Il n'y a pas un seul groupe à qui il est destiné de faire la vérification de l'information parce que tout le monde doit bénéficier de cette vérification-là. Et on ne doit pas infantiliser le public, nous sommes d'accord tous sur ce point-là, mais Pape Ismaïla, comment amener ce public-là à comprendre aujourd'hui ce processus-là dont parle Dieynaba, ce processus aujourd'hui de la fabrication de l'information, de ses tenants et de ses aboutissants? Je pense que c'est souvent ce qu'on appelle l'éducation aux médias, c'est-à-dire ça commence par expliquer aux gens c'est quoi la cuisine de l'information, par où naît une information pour un journaliste jusqu'à sa diffusion, parler de comment ça passe. Qu'est-ce qui fait que Africa Check, par exemple, quand vous faites une demande de vérification, il va prendre parfois 2 semaines, 3 semaines avant de... Pourquoi ça prend? Quelle est la différence entre le journalisme rapide, un peu fast-food qu'on fait au jour le jour, qui doit exister réellement, je ne suis pas contre cela, est différent, par exemple, de l'autre information qui va prendre du temps à aller chercher, à aller vérifier. C'est quoi cette différence entre dans la cuisine de l'information? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut également, pour que ce public comprenne, il faut que les journalistes eux-mêmes défendent la corporation. Je l'explique souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais lu un document et dans les sources de désinformation, ils avaient mis comme une des possibles sources de désinformation, le journalisme engagé. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui n'osent plus assumer, par exemple, leur indépendance devant le public, qui sont
pour une raison ou pour une autre, dans un parti pris. Soit parce qu'ils sont militants, on ne peut rien, c'est des humains, c'est des citoyens, ils ont le droit d'avoir des opinions et trucs. Et donc, leur militantisme, parfois, va prendre le pas sur le travail des journalistes quelqu'un. Soit, parfois, ils ont juste peur d'assumer leur non-militantisme ou en tout cas leur désaccord sur certains points. Mais quoi qu'il en soit, Pape Ismaïla, sur ces 2 points, il y a faille quand même dans l'exercice de un processus. Absolument, c'est ça que je dis. À partir du moment où le journaliste le fait, donc il y a une faille, mais ça affaiblit la corporation. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut que nous, les journalistes, on défende la corporation. C'est-à-dire qu'on reste fort sur les piliers de la corporation, de dire, voilà, la situation, elle est là, que vous soyez content ou pas, voici l'information après le travail de recoupement qu'on a fait. Et j'aimerais vous interpeller sur une rencontre que vous avez tenue dernièrement, plus particulièrement en novembre 2024, une rencontre organisée par Africtivist en collaboration avec l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, un atelier de sensibilisation et de formation sur la désinformation électorale. À quoi consistait d'abord cette collaboration? Alors, la collaboration, donc Africtivist avait une plateforme qui parlait beaucoup de dialogue migration, qui travaillait donc sur les questions de migration et dont l'idée était de dire qu'il faut raconter autrement la migration que par les gens sont en train de mourir dans les pirogues, dans la mer. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une petite partie dans la réalité. Quand on a commencé à travailler sur ce projet, on est tombé sur un document de l'Union africaine qui disait que 98% de la migration africaine se faisait sur le continent. Et que donc, ceux qu'on voyait dans les pirogues, c'est 2% de la migration africaine. C'est moins parce qu'il y a ceux qui partent dans les avions et autres qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui partent dans les pirogues. Et donc, de raconter cette réalité-là, dans une sorte de lutte contre la désinformation, cette idée de dire les Africains sont en train de fuir le continent. Oui, l'être humain se déplacera toujours. Le monde s'est conquis par la migration. On n'y peut rien, c'est peuplé par la migration. Mais les Africains ne fuient pas le continent réellement. Et donc, à partir de là, cette plateforme avait voulu travailler à lutter contre la désinformation, mais dans le cadre spécifique. C'était important aussi de rétablir cette vérité-là, puisque les gens pensent que les départs à travers des pirogues constituent aujourd'hui cette plus grande part de départs dans le cadre de la migration. Et j'aimerais interpeller Dieynaba sur un point avant qu'on termine avec cette première partie-là. Quelle place occupe Dieynaba la formation aujourd'hui au sein d'Africtivist, surtout la formation d'autres consoeurs et confrères pour peut-être arriver à des desks ou bien même des rubriques au sein des médias destinées aujourd'hui à cette part de vérification des faits? À Africa Check, la formation occupe une partie très importante. En dehors des articles de vérification que nous faisons, que ce soit les fiches d'information, les décryptages, les articles de blog et les guides pour expliquer autour des sujets, nous formons aussi des journalistes, des acteurs de la société civile et il peut même arriver qu'on forme c'est pas encore arrivé ici au Sénégal, mais dans les autres pays comme au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud, on forme des élèves pour les préparer, surtout dans le cadre de l'éducation aux médias, pour les outiller à avoir une réception active de l'information. Et dans le cadre de cette formation-là, depuis des années, Africa Check a formé pas mal de journalistes ici au Sénégal. Malheureusement, on ne le dira pas assez. C'est un peu le contexte qui fait que on ne voit pas beaucoup de médias qui intègrent un desk de fact-checking dans leur rédaction. On a vu Soleil Check qui fait un travail remarquable. Il y a une vidéo même sur laquelle le Soleil a travaillé, le jeune Sénégalais qui a été attrapé par les forces ukrainiennes. Il y a aussi APS qui a son desk de fact-checking. Mais ce sont des initiatives qui sont quand même assez timides. Des initiatives assez timides également. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la liberté d'expression et comment aujourd'hui les droits numériques peuvent contribuer à garantir également cette liberté d'expression. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Pape Ismaïla, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de l'évolution de cette liberté d'expression sur le continent africain avant d'en arriver aujourd'hui à l'outil numérique et des garanties qu'il offre aujourd'hui pour la promotion aujourd'hui de cette liberté d'expression? Bon, alors la liberté d'expression en Afrique, elle est de plus en plus, j'ai envie de dire, ouverte. Les gens se l'approprient de plus en plus, mais faut aussi être honnête, ça entraîne également beaucoup de bavures et de dérives par ça et là, parce que de part et d'autre. C'est-à-dire de part et du côté des populations, des personnes qui s'approprient cette liberté, ces personnes-là souvent ne se fixent pas des limites dans cette liberté.
Également, de l'autre côté, les législateurs, les autorités, souvent aussi également, en font trop dans cette tentative de... Alors, ils disent qu'il faut qu'aucune liberté n'est absolue et qu'il faut savoir la limiter, mais ils ne sont pas juste dans une petite limitation, ils sont vraiment dans une censure, en fait, dans une tentative de contrôle. Donc, de part et d'autre, il y a un combat qui se joue entre les populations et les autorités autour de cette question-là. Et l'avènement d'Internet depuis maintenant plus de 30 ans également créer une autre dimension dans cette... Avec l'avènement d'Internet, est-ce que ces outils numériques et autres réseaux sociaux ont davantage contribué à promouvoir cette liberté d'expression-là? Elle a énormément contribué à promouvoir cette liberté d'expression parce qu'il a offert un espace d'expression. Comme on dit, avec l'avènement du Web 2.0, là où maintenant les utilisateurs ont la possibilité de créer du contenu, même avant les réseaux sociaux, donc la naissance des blogs et autres, ça, les Africains se sont vite appropriés. D'abord par des Africains qui n'étaient pas sur le continent mais qui étaient ailleurs et qui ont vu cette possibilité, mais également plus tard par des Africains qui étaient sur le continent, peut-être au début des années 2000 et autres, et qui ont travaillé à développer cela en formant d'autres, en créant des associations, des organisations affectivistes et nées de ce genre-là. Ce sont des blogueurs et autres qui l'ont créé. Le premier nom, c'était Ligue des blogueurs et cigares activistes pour la démocratie. Donc, un peu pour dire. Mais de plus en plus, il y a cette appropriation-là, et cette appropriation entraîne également donc, des bavures, comme j'ai dit, et des dérives. On en a parlé de la désinformation en première partie, cela en fait partie. Entraîne également de l'autre côté une réaction des décideurs qui essaient d'avoir le pouvoir et qui vont prendre des décisions comme les coupures d'Internet qu'on a connues un peu partout, qu'on pensait ne jamais connaître au Sénégal. Et tout à l'heure, nous développerons davantage sur ce point les coupures d'Internet qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de pays africains, le Sénégal y compris. J'aimerais qu'on reste avec cette liberté d'expression qui, en tout cas dans la plupart de nos constitutions africaines, est consacrée, mais bien sûr encadrée. Mais cet encadrement également, de plus en plus, est-ce que cela ne vire pas aujourd'hui à une certaine, ou bien à des lois ou certains règlements assez liberticides, tels que dénoncés très souvent également par des organisations de médias et autres organisations de protection des droits humains. C'est-à-dire ces garde-fous-là ou bien cette forme de censure qu'utilisent les gouvernants à l'encontre de cette liberté d'expression-là. Pour le cas du Sénégal, on va dire que ces garde-fous qu'on utilise au nom de comment dire, pour limiter un peu cette liberté d'expression, ces garde-fous sont assez caduques. On va prendre la loi 255 du Code pénal qui sur la liberté d'expression, sur la diffusion de fausses nouvelles. Cette loi-là, elle date de plus de 60 ans. On ne parlait même pas d'Internet au Sénégal. Là, on parle de réseaux sociaux, de plusieurs réseaux sociaux, même s'il y a des milliers de réseaux sociaux au Sénégal. Rien qu'au Sénégal, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a TikTok. On n'en parle jamais assez, mais il y a quand même TikTok. Est-ce que ces lois-là sont préparées pour s'adapter à ces nouvelles contextes de liberté d'expression? On a vu des personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont juste mis un emoji hahaha. On a vu aussi des personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont détourné les unes des journaux. Encore que sur cet exemple-là, on peut dire que le média peut porter plainte parce que ça a été détourné. Et pour les cas notés au Sénégal, les médias n'avaient pas déposé de plainte. Pour le cas, les médias n'avaient pas porté, n'avaient pas déposé plainte. Et on a vu que dernièrement, lors de la crise politique ici au Sénégal, cette loi avait été énormément utilisée pour incarcérer des personnes parce qu'ils ont diffusé des fausses nouvelles. Comme l'a dit Pape Ismaïla, toute liberté n'est pas totale. Mais des autorités peuvent utiliser ces lois-là pour juste étendre leur champ de contrôle. On a parlé tout à l'heure de la désinformation. Il y a un des personnes qui attaquent Africa Check comme quoi que la lutte contre le fact-checking a été créée pour contrecarrer la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, elle est encadrée, certes. La lutte contre la désinformation, elle va dans le même sens que cette liberté d'expression-là. Mais c'est les lois qui existent actuellement. Je pense qu'ils ont trop de pouvoir
et ils ne sont pas assez adaptés au contexte actuel que nous vivons. Et ces lois-là, de plus en plus également, les gouvernants, pour justifier l'adoption de ces lois, parlent aujourd'hui de lois dans le contexte aujourd'hui de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont souvent des arguments qu'ils avancent pour justifier en tout cas l'adoption de ces lois. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une forme de censure également et même de restriction de l'espace civique ou bien même de l'espace public? Mais bien sûr, on ne le dira jamais assez. Dans le cas de Internet, moi, je peux être au Sénégal et diffuser aux États-Unis. Mes idées, tout ce que j'ai envie de dire, je vais le diffuser là-bas. Une personne peut être aux États-Unis, comme on le voit avec le gars Baba Haïdara, et diffuser ce qu'il a diffusé ici au Sénégal. Je pense qu'ils sont en train de... Ils ne touchent pas vraiment le vrai problème autour de la liberté d'expression au Sénégal. Peut-être qu'il faudrait mettre en place une sorte d'éducation numérique pour que les gens s'approprient ces outils-là pour garder leur liberté d'expression, mais surtout dire une parole qui intéresse, une parole qui peut avoir un impact pour le public. Et je pense que Affectivistes, ils travaillent un peu dans ça. Les gouvernements, ils devraient mettre en place des outils pour garantir cette éducation numérique-là, pour que la population puisse comprendre comment utiliser ces outils-là. Plutôt garantir l'éducation à l'usage de ces outils numériques plutôt que de miser sur la censure et autres restrictions. Pape Ismaïla, vous abordiez un point tout à l'heure, à savoir les coupures d'Internet. Nous en venons, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Les autorités publiques avancent souvent l'argument de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux et de menaces même de troubles à l'ordre public pour justifier les coupures d'Internet ou restreindre l'accès à certains réseaux sociaux. Comment réduire ou bien mettre fin en tout cas à de telles pratiques qualifiées par Affectivistes comme des violations des droits des usagers d'Internet? Oui, alors, ce sont une violation du droit parce que Internet reste un droit, ce n'est pas un luxe comme le dit un ministre guinéen qui considère qu'Internet n'est pas un droit, que donc le gouvernement n'a pas à garantir l'accès à Internet à tout le monde. On parle souvent de la coupure d'Internet lorsqu'il y a des questions de troubles et autres, mais il y a des pays qui coupent Internet les jours du baccalauréat. Par exemple, en Mauritanie, il n'y a pas d'Internet le jour du bac pour éviter les tricheries. Je crois en RDC également, c'est la même chose. Donc, pour X raisons, les gens vont couper Internet. Maintenant, comment garantir le fait que les gens ils ont accès à Internet? Affectivistes, on avait misé sur la formation, en formant par exemple des journalistes, des blogueurs et autres à contourner cette censure-là, parce que on dit coupure d'Internet, mais en réalité, c'est juste qu'on ferme des portes et que donc on peut trouver d'autres portes. Il y a toujours des alternatives. Et dans le cadre de ces formations, d'ailleurs, je précise que je suis de la cohorte de 2017 formée par Affectivistes. Voilà. Et donc, il y a cette partie-là parce qu'il faut forcément éduquer les gens, comme on a parlé tout à l'heure de l'éducation aux médias. Ça va, puisque les médias maintenant sont très sur Internet, ça va forcément avec l'éducation à la culture du numérique, au numérique, à l'utilisation responsable du numérique. Affectivistes visent énormément sur cette question-là, l'utilisation responsable du numérique, de rendre l'utilisateur responsable quand même, parce que malgré tout, il y a des utilisateurs qui vont toujours franchir la barrière à ne pas franchir. Et vous aurez des pays, par exemple, qui ne coupent pas Internet, mais au Bénin, ils ont tenté il y a quelques années une surtaxe sur Internet. Et le ministre de l'économie avait dit, puisque vous nous critiquez sur Internet, on va vous taxer sur Internet. Vous voyez, le Cameroun avait tenté une taxe sur les applications installées, c'est-à-dire, genre, vous êtes au Cameroun, vous installez Facebook, vous devrez payer. Il y a une taxe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui doit payer la taxe. Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est Facebook? Mais toutes ces choses-là font partie un peu d'une question de censure. Si on ne peut pas censurer physiquement en empêchant l'accès, on va essayer de rendre l'accès super compliqué, super cher, super difficile, en rendant Internet cher, en rendant le matériel pour accéder à Internet cher. Et dans tout ça, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, pour les organisations, les journalistes, c'est très difficile de lutter quand les gens ils essaient de rendre cher. On ne peut pas donner aux gens de l'argent pour se connecter. Mais par contre, ce qu'on peut garantir, c'est la disponibilité de l'information, parce que toutes ces coupures d'Internet-là ne visent qu'une seule chose, c'est empêcher les citoyens de s'exprimer, mais d'avoir aussi accès à l'information réelle du terrain. Si on prend l'exemple du Sénégal, c'est parce que les gens diffusaient les manifestations, faisaient des directs pour diffuser les manifestations et que ça a dérangé. Ils se sont dit, le plus simple, c'est d'empêcher que ça se voit. Et donc, il faut créer, le seul truc, c'est de créer des mécanismes de contournement pour le moment, mais également d'utiliser
les leviers juridiques. C'est pour ça qu'Affectivistes, avec d'autres journalistes, ont attaqué l'État du Sénégal devant la cour de la CEDEAO pour les coupures d'Internet, parce que la même situation était arrivée au Togo. Des organisations togolaises ont attaqué l'État et la Cour leur a donné raison. La Guinée, je sais que des organisations aussi préparées, je n'ai pas trop suivi, je ne sais pas s'ils ont déjà déposé la plainte ou pas. Donc, c'est l'autre levier qu'on peut utiliser, de faire du lobbying, donc de faire un plaidoyer au niveau des structures, là où le Sénégal a adhéré. Par exemple, au niveau de l'Union africaine, il y a la Charte africaine des libertés et d'Internet, par exemple. Donc, d'aller saisir l'Union africaine pour signaler le cas du Sénégal, d'aller devant donc, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. On a déjà porté donc l'affaire là-bas. On a eu des commissaires qui nous ont entendus, qui ont dit qu'ils allaient porter la question. Et dans le cadre de ces saisines-là, aujourd'hui, coopèrent des citoyens, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Cheikh Fall, le président d'Affectivistes, ainsi que deux autres journalistes, Ayoba Faye, actuellement journaliste à Walf, et Moussa Ngom, journaliste indépendant et également aujourd'hui fondateur de la Maison des reporters, ont eu à porter en tout cas cette saisine-là devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Commission africaine dont on parlait tout à l'heure, Pape Ismaïla, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les Nations unies, ont toutes les deux établi les mêmes droits que les personnes ont hors ligne et en ligne également, et qui doivent être protégés, c'est-à-dire ces droits protégés hors ligne doivent également être protégés en ligne, en particulier le droit à la liberté d'expression. Comment davantage, selon vous, garantir ces droits numériques relatifs à la liberté d'expression? Je pense que c'est par l'éducation au numérique, parce que ce sont les mêmes droits qui sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont les mêmes droits que l'on retrouve sur le numérique, parce que le numérique aussi, c'est un terrain. Certes, c'est un terrain virtuel, mais on se retrouve là-bas, on fait les mêmes choses que l'on fait dans le monde non numérique. Il faut une sensibilisation pour que les gens connaissent leurs droits, les droits qu'ils ont sur le numérique là. Et on l'a si bien dit, c'est pas parce qu'on a des droits qu'on n'a pas de devoirs. Il y a aussi des devoirs qu'il y a à respecter, et c'est toujours autour de l'éducation. Comment je dois utiliser le numérique, comment je ne dois pas faire des discours de haine, ne pas attiser un peu tout ce qui est en rapport avec la violence, la désinformation et tout. D'un côté, il faut revoir les lois sur la liberté d'expression, mais d'un autre côté aussi, il faut revoir aussi la formation autour de cette liberté d'expression-là sur le numérique. Je pense que si les personnes ils sont assez outillées pour savoir comment ils s'expriment et comment ils s'approprient ce numérique-là, ça peut quand même aider. Et comment, selon vous, aujourd'hui, assurer ce juste milieu-là, à savoir garantir les droits numériques tout en respectant en tout cas la liberté d'expression de ces usagers des outils numériques, garantir ces droits numériques-là tout en respectant la liberté d'expression de ces usagers-là de l'outil? Je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce sera un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent le numérique sans pour autant avoir le b.a.-ba, si je peux Qu'ils ne soient préparés. Ils ne soient préparés. J'ai discuté avec une confrère de fact-checkers du Burkina Faso. Elle m'explique que la désinformation au Burkina, elle s'amplifie parce que la plupart des personnes qui utilisent TikTok, ils ne comprennent même pas comment l'algorithme fonctionne, par exemple. Pourquoi ils reçoivent que des vidéos de tel ou que des publications de tel ou de tel. Ça, c'est déjà une base. Moi, je pense que si la personne, elle est déjà préparée à savoir, je reçois cette publication parce que l'algorithme fonctionne comme ça, parce que j'ai l'habitude de suivre telle personne, donc je reçois tout le temps ces publications. Ça peut être déjà une base pour asseoir cette éducation numérique-là. Et une personne qui est bien éduquée sur l'utilisation du numérique, moi, je pense que il peut pas faire beaucoup de dégâts quand même. Et Pape Ismaïla, comment ces outils numériques, selon vous, sont devenus au fil des années également des plateformes d'expression ou de dénonciation, ainsi que même un outil d'action citoyenne et même politique, on le voit, puisque beaucoup ont misé également dans le cadre de la conquête du pouvoir et autres, ont beaucoup misé également sur l'usage des réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Tout simplement, comme je l'ai dit en première partie, parce que ça rapproche les gens, ça réduit les distances, ça permet aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple type de la politique, un leader politique fait une publication, vous pouvez l'adresser directement. Au niveau des médias, par exemple, je disais en général, avant, quand tu écrivais ton article dans le journal, les gens, ils pouvaient juste lire, peut-être t'insulter entre copains, et puis ça passe. Vous n'êtes même pas au courant qu'ils l'ont lu.
Par contre, aujourd'hui, avec Internet, ils le lisent, ils vous retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, ça réduit cette distance-là et ça crée une communication directe où, aujourd'hui, on peut également, à partir de cet outil-là, savoir ce que ces interlocuteurs pensent, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils n'aiment pas entendre, et ainsi de suite, et essayer de s'adapter. Donc, ça renforce cette liberté d'expression parce qu'on parle directement aux gens. Quand moi, je fais un tweet pour écrire, ok, et ça tombe dans les téléphones des gens. Où sont les téléphones? Dans leur poche. Ils sont dans leur salon, dans le bus, dans la voiture, aux toilettes, partout. Donc, je peux parler à tout le monde, mais partout où ils sont. Et cette réduction des distances, cet espace de liberté, parce que ça restait quand même un espace, j'ai mon téléphone, j'ai ma connexion, j'ai mes plateformes, je n'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un pour tweeter quelque chose ou de l'aval de quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, on a l'exemple type que je vais donner. Ousmane Sonko, Pastef, à un moment donné, quand l'agenda des médias, la façon de faire des médias, ils se sont érigés en leurs propres médias pour s'organiser. C'est un exemple type qui est utilisé aujourd'hui partout dans le monde où on peut devenir son propre média et ne plus compter sur les médias traditionnels qui ont, eux, leur propre façon de faire, qui ont une grille de programme à respecter, qui vont vous dire, si vous voulez parler, ce sera à Vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure l'exemple d'Elon Musk à la veille des résultats des élections américaines où il rappelait aux Américains ou bien où il disait aux Américains, vous êtes désormais les médias. Ça aussi, c'est une réalité. Juste pour rebondir sur les questions du code pénal, l'article 255, en fait, si on lit, parce que c'est lié aussi à l'article qui parle de diffamation, ils listent les moyens de diffamation et dans les moyens, la dernière, c'est tout moyen technique pour atteindre la masse. C'est dans ça qu'ils mettent Internet, en fait. C'est pour ça qu'ils se sont dit, quand ils écrivaient cette phrase, ils pensaient surtout aux ondes radio à l'époque, et à la télé et autres. Ils n'ont jamais pensé parce qu'Internet n'existait pas. Mais quand c'est arrivé, ils se sont dit, il y a cette phrase-là, Internet rentre dans ça, ça ne sert à rien qu'on retourne pour modifier, pour ajouter quelque chose, ça rentre. C'est pour ça qu'ils sont capables d'adapter cet article aujourd'hui à ce que quelqu'un diffame sur Internet et autres. Mais quand on parle de liberté d'expression et du fait que les gens y dépassent, il y a un exemple au Sénégal, il y a les fameuses campagnes des 72 heures, mais en fait, des personnes ont créé des campagnes de cyberharcèlement, c'est-à-dire volontairement, ils se sont dit, nous allons, pendant 72 heures, appeler une personne. Pourquoi? Parce que la législation sénégalaise est en retard, par exemple, la législation sénégalaise ne reconnaît pas pour le moment le cyberharcèlement comme un truc. Vous pouvez cyberharceler quelqu'un. Tant que vous ne l'insultez pas, vous ne tombez pas sur l'injure publique. Tant que vous ne le diffamez pas, vous ne tombez pas. Mais vous êtes en train de le harceler. Vous avez une photo de « je suis sur le plateau, je dors ». Mais tous les jours, dès que je publie quelque chose, vous venez vous mettre du cyberharcèlement. Et d'où l'intérêt aujourd'hui d'adapter également nos lois au sur ces points-là que, par exemple, la législation est très en retard sur les questions de cyberharcèlement et autres, à tel point que des personnes ont monté, comme je dis, publiquement, sans se cacher, nous allons monter une campagne de cyberharcèlement contre X personnes parce que cette personne, on n'est pas politiquement d'accord avec. Dieynaba, pour ce qui est de la régulation, est-ce qu'aujourd'hui cette régulation peut contribuer en tout cas à réduire ces fausses informations-là, ces discours de haine et autres manipulations sur Internet ou sur ces outils numériques? Je ne suis pas trop d'accord d'utiliser cette régulation-là pour contrer la désinformation. On a vu dans les pays où on a utilisé cette régulation, elle a été manipulée par les autorités parce qu'au nom pour juste réduire la portée de tel journaliste ou bien de tel média qui est critique à telle autorité, on va convoquer cette loi-là. Moi, je pense que pour réduire la circulation de la désinformation sur Internet et hors Internet, parce qu'on ne le dit pas assez, mais cette désinformation, elle existe hors Internet. Elles sont liées. Elles sont liées. Elle peut venir dehors et se retrouver dans le monde Internet et vice-versa. Je pense qu'il faut plus accentuer sur l'éducation aux médias. Moi, je pense qu'il faudrait accentuer le travail sur l'éducation parce que les gens, pour la plupart, en tout cas à Africa Tchèque, de l'expérience que j'ai avec le projet Meta, je sais que beaucoup de gens ils partagent de la désinformation parce que ça leur parle. Il faut de la désinformation. Rares sont les comptes ou bien les pages qui font de la désinformation sciemment. Lors de la période Covid, j'en ai eu des comptes que j'ai pistés, ils faisaient de la désinformation. Lors de la période de crise au Sénégal, il y a eu des comptes ici au Sénégal qui faisaient de la désinformation coordonnée visant un tel camp de l'opposition.
Par contre, les gens qui relayaient, ils étaient dans la mésinformation et ce sont les personnes qui sont les plus touchées par cette désinformation-là. Il faut donc les sensibiliser, leur faire comprendre comment ça fonctionne. À mon avis, il faut plus miser sur l'éducation aux Et médias. cela en revient à l'éducation aux médias et l'éducation à l'usage de ces outils numériques. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Dieynaba Thiomban. Vous êtes journaliste, également chercheur à Africa Check. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été aussi un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle que c'est votre première participation à l'émission Le Débrief. Merci encore en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup, Daouda, et c'est vraiment un plaisir partagé. Un plaisir tout aussi partagé. Merci également à Pape Ismaïla. Toujours un plaisir aussi de partager ces plateaux avec vous. Je rappelle aussi que vous êtes un confrère, également membre d'Afrique TV. Merci encore Pape Ismaïla également d'avoir été avec nous. Merci encore pour cette invitation, Daouda, et c'est toujours un plaisir de revenir sur le plateau. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.